Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant ouvrir la discussion générale et le premier orateur inscrit est Monsieur Patrick Hetzel du groupe Les Républicains pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Je vais donc avant tout, comme vous me l'indiquiez, Monsieur le Président, revenir sur les problèmes juridiques et ensuite, évidemment, aborder les autres aspects que notre groupe souhaitait aborder à propos de cette proposition de loi. Les problèmes juridiques sont très simples. Il y en a 3. La CPU a mis en place une gigantesque opération de lobbying dont vous pouvez prendre connaissance dans le dossier que je vous ai transmis. Elle a demandé au président d'université de faire pression sur les députés et c'est déjà un premier problème de nature déontologique. Mais il y a plus grave. Deuxième problème, c'est que la CPU ne respecte pas la neutralité qui, pourtant, devrait s'imposer. Ainsi, elle intervient auprès des collègues pour exiger un vote conforme, c'est-à-dire qu'elle remet en cause notre droit fondamental à amendement et s'immisce de manière anormale dans l'activité parlementaire, ne respectant pas le principe de séparation des pouvoirs. Et troisième problème, pour finir, la CPU a établi un fichier Excel annoté avec une liste de députés qu'il faut cibler prioritairement pour exercer évidemment des pressions. Et dans un courrier électronique, elle mentionne même le fait que l'action de la CPU auprès de Madame le rapporteur a permis de prévenir, je cite, « toute modification du texte qui n'est pas souhaitable ». Et d'ailleurs, je pense que le fichier en question, dont là aussi vous pouvez prendre connaissance, n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à la CNIL. D'ailleurs, on imagine aisément pourquoi. Ceci étant dit, cette proposition de loi initiée par le sénateur Jean-Léonce Dupont prévoyait au départ d'autoriser la mise en place dans la pleine logique du système LMD, licence master doctorat, d'une sélection des étudiants à l'accès en master 1. En somme, il s'agissait de déplacer la sélection qui jusqu'alors se faisait à l'entrée du master 1 et celle de master 2 pour l'avancer à l'entrée du master. Or, à l'issue de son examen au Sénat, elle a été modifiée par un amendement du groupe socialiste pour créer un droit automatique à la poursuite d'études. Concrètement, l'accord prévoit qu'un étudiant pourra, en cas de non-sélection dans les masters qu'il a demandé, faire appel au rectorat qui sera dans l'obligation, je cite, de lui faire 3 propositions, dont au moins une dans son établissement, si l'offre de formation le permet, ou, à défaut, dans son académie, en tenant compte de son projet professionnel. Avant d'aller plus loin dans l'argumentation, je voudrais déjà insister sur le fait que ce droit, s'il devait par malheur être adopté, promet d'être très compliqué à mettre en œuvre dans les faits. En effet, comment le recteur pourra-t-il connaître tous les masters qui peuvent encore accueillir des étudiants? Que se passera-t-il s'il n'y a plus de places disponibles? Enfin, le recteur pourra-t-il imposer à un responsable de formation d'accepter un candidat? D'un point de vue opérationnel, que cela soit bien précisé, ce texte constitue également une atteinte grave à l'autonomie pédagogique des universitaires et à la souveraineté des jurys d'admission. Et comment imaginer un groupe d'étudiants qui sera composé de 2 voies d'accès dont la logique est strictement orthogonale, celle de la sélection d'une part et celle de la voie parallèle de la non-sélection d'autre part? Enfin, franchement, en fait, la version du texte qui nous est proposée ici vide de tout sens la notion même de sélection, contrairement à ce que d'aucuns affirment. Et d'ailleurs, ce texte érige le principe de non-sélection. Avec un tel dispositif, les masters seront à terme dévalorisés et ne seront plus les diplômes d'excellence de notre système universitaire. J'entends ça et là certains dire, évidemment, il y a un consensus général sur ce texte. Je voudrais insister sur plusieurs aspects. Toutes les organisations syndicales ne l'ont pas signé. Et de la même manière, au sein de la CPU, cela a donné lieu à un débat extrêmement important. Une majorité s'est certes dégagée, mais il y a eu un certain nombre de voix qui se sont montrées extrêmement hostiles à ce principe. Mais revenons-en au texte, sans compter qu'une orientation telle qu'elle est prévue est susceptible de remettre en cause les accords de réciprocité avec les universités étrangères. Les récents échanges que j'ai pu avoir avec des responsables universitaires à travers l'Europe tout entière me confortent dans l'idée qu'une telle approche, que nous serons d'ailleurs les seuls à pratiquer dans le monde,
va pousser les plus prestigieuses universités étrangères à dénoncer les accords de coopération avec les universités françaises, puisque, là aussi, elles changent complètement et radicalement de logique. Avec cette idée qui substitue à la sélection pour tous l'admission automatique pour chacun, on ne rend service à personne, ni aux universitaires dont on viole le principe d'autonomie pédagogique, ni aux étudiants auxquels on laisse à penser que l'automaticité de l'accès serait une opportunité, alors qu'elle va dévaloriser le diplôme qui sera délivré, ni aux employeurs qui seront plus que jamais poussés à sélectionner dans leur recrutement des diplômés de grandes écoles qui, eux, auront été sélectionnés. Enfin, il y a un débat qui a été totalement escamoté. C'est celui de la professionnalisation des licences universitaires. Dans le prolonge de la loi Liberté et responsabilité des universités, un travail avait débuté dans ce sens pour faire en sorte que les licences et les diplômés de licence puissent acquérir une véritable employabilité et puissent s'insérer professionnellement à l'issue de leur diplôme de licence. La majorité socialiste a hélas mis un coup d'arrêt à cette orientation dès 2012, et ce que révèle hélas ce texte, c'est l'incapacité du gouvernement à permettre une véritable professionnalisation, en général et en licence en particulier. C'est ainsi que ce soi-disant droit automatique de poursuite d'études est une véritable manipulation intellectuelle. On pousse tous les diplômés de licence à poursuivre en master, car l'on aura été incapable de permettre l'employabilité véritable et effective de ces étudiants. C'est tout de même dramatique. Voilà pourquoi il convient effectivement de revenir sur une telle disposition qui est une véritable chimère, et notre groupe a déjà défendu cette position en commission. Par ailleurs, j'ai déposé des amendements pour la prise en compte des perspectives de débouchés professionnels dans l'orientation des étudiants. Ainsi, je propose par exemple de tenir compte de ces perspectives dans l'orientation des titulaires d'une licence n'ayant pas été admis en première année de master de leur choix vers une autre formation, ainsi que dans les conditions d'admission en deuxième année de certaines formations du deuxième cycle. De la même manière, l'intégration d'un volet sur l'insertion professionnelle des diplômés dans l'évaluation de l'impact du dispositif de la poursuite d'études semble indispensable afin d'améliorer l'orientation des étudiants. Et là aussi, c'est un sujet qui n'a absolument pas été abordé. Vous l'aurez compris, l'insertion professionnelle est la grande oubliée de ce texte, et vouloir adopter un tel texte sans amendement et donc de manière conforme sera avant tout dommageable aux étudiants. C'est un paradoxe, en tout cas c'est une occasion ratée de faire en sorte que notre université puisse pleinement jouer son rôle d'insertion professionnelle de nos jeunes. Je vous remercie. Merci, Monsieur